De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. L'histoire de l'art nous montre que bien souvent, le diable se cache dans les détails. Tâchons, aujourd'hui, dans Cartel, de les regarder de près, ces petits détails, qui peuvent en dire beaucoup sur n'importe quel chef-d'œuvre. Les innovations culturelles, on va rester sur la culture. Jean-Charles Verne. Les innovations culturelles ou les grands concepts culturels les plus radicaux, les grands concepts précurseurs, généralement au départ, lorsqu'ils sont inventés ou lorsqu'ils sont rendus publics, ne rencontrent qu'un tout petit public très spécialisé. Et il faut souvent du temps pour que ces innovations trouvent des applications dans d'autres domaines et se mettent à devenir connues du grand public. Alors on va donner deux exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, je vais l'emprunter à deux domaines, celui de la littérature populaire et un deuxième domaine qui est, alors là pour le coup, très peu connu du grand public, c'est un domaine qu'on appelle l'iconologie. L'iconologie, c'est un domaine qui fait partie de l'histoire de l'art et c'est cette science qui consiste à étudier les images. À la fin du XIXe siècle, très précisément entre 1874 et 1876, un historien de l'art italien, qui s'appelait Giovanni Morelli, publie, sous un pseudonyme, sous le pseudonyme d'Ivan Lermoliev, il publie une série d'articles sur la peinture italienne. Et dans ces articles, il annonce qu'il a mis au point une nouvelle méthode qui permet d'attribuer de manière quasi certaine les tableaux. Très souvent, quand on essaye de donner, les tableaux ne sont pas tous signés, et il y a des problèmes d'attribution, on se dit tiens, est-ce que c'est un tableau du Caravage, est-ce que c'est un tableau du Titien, et on assiste assez régulièrement, assez souvent à des guerres d'experts. Il y a eu il y a quelques années, notamment un très très grand débat, je me souviens, pour un tableau de Nicolas Poussin. Il y avait trois experts, un Français, un Britannique et puis un Américain sans doute, qui n'étaient pas d'accord entre eux. Certains attribuaient le tableau à Poussin, un autre attribuait le tableau à un élève de Poussin, etc. Et puis finalement, le tableau a fini par être réellement attribué à Poussin et c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon qui en a fait l'acquisition. Ce qui est très amusant, c'est que juste avant que l'attribution soit officiellement donnée à Poussin, le tableau valait 100 ou 1000 fois moins cher. Voilà, et c'est le moment où on attribue le tableau au peintre qu'on est certain, jusqu'au prochain changement d'attribution peut-être. Donc cet historien de l'art italien, Giovanni Morelli, annonce qu'il a inventé une méthode qui permet d'attribuer de façon quasi certaine les tableaux qui ne sont pas signés. Sa méthode, elle se fonde sur l'étude des détails que généralement on néglige lorsqu'on regarde les peintures. Et ces détails sont des détails anatomiques. Les oreilles, la forme des doigts, des mains et des pieds. Des petits détails anatomiques qu'on ne regarde pas beaucoup dans les peintures. Et lui dit, mais plutôt que de se focaliser sur les caractères les plus évidents qu'on retient généralement pour attribuer les peintures, c'est-à-dire par exemple les yeux levés vers le ciel dans les tableaux du Pérugin, les sourires pour Léonard de Vinci. Bon, lui dit il vaudrait mieux s'attacher aux petites parties du corps humain, les oreilles, les doigts, parce que les peintres ont tendance à les exécuter de manière un peu automatique, comme des axes réflexes. C'est pas des choses qui sont particulièrement travaillées. Et là, du coup, comme on est face à des choses qui sont exécutées de manière un peu réflexe, c'est sans doute là qu'ils révèlent leur style le plus personnel et le plus spontané. Et donc, il va dresser un catalogue très précis des formes d'oreilles qu'on trouve dans les tableaux de Botticelli. Voilà. Et en fait, très rapidement, il va identifier un certain nombre de tableaux un peu partout en Europe. Sa méthode est hyper efficace. Il va identifier par exemple une Vénus qui était considérée comme une copie d'un tableau perdu de Titien, et il va l'identifier comme une des rares peintures de Giorgione. Voilà. Donc évidemment, cette méthodologie qui est spécifiquement liée à l'iconologie, c'est une invention formidable, mais elle ne circule qu'au sein d'un cercle très restreint d'historiens de l'art et de spécialistes qui vont très rapidement se plier devant la redoutable efficacité de cette méthode. Là, on est typiquement dans un domaine ultra spécialisé dont le grand public n'entend jamais parler. Maintenant, on va se déplacer un tout petit peu, on va changer de registre, et on va se placer quelques années après, en 1893. Donc on est 17 ans après les publications de Giovanni Morelli, et on va s'intéresser à ce que publie le célèbre romancier anglais Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, l'inventeur du fameux personnage Sherlock Holmes. En 1893, Conan Doyle publie une nouvelle dans une revue qui s'appelle The Strand Magazine, une nouvelle qui s'appelle The Cardboard Box, la boîte en carton. C'est une nouvelle dans laquelle le détective Sherlock Holmes enquête sur une mystérieuse boîte en carton qui contient 2 oreilles coupées.
Et en étudiant précisément les spécificités anatomiques des oreilles, il parvient à déduire que la victime est un parent proche d'une femme dont les oreilles présentent d'importantes similitudes. C'est étonnant parce qu'on s'aperçoit que finalement, Conan Doyle, Sherlock Holmes, utilise exactement la même méthode que Morelli. Donc soit c'est une coïncidence, mais on n'est que 17 ans après la publication des articles de l'historien de l'art, soit c'est une coïncidence, soit ça n'en est pas une. Et il s'avère que le magazine dans lequel a été publiée la nouvelle, The Strand Magazine, publie presque au même moment un article sur les différentes formes d'oreilles humaines accompagnées d'illustrations qui sont très proches de celles qu'on trouve dans les écrits de Giovanni Morelli. Il s'avère surtout que l'oncle de Conan Doyle, qui s'appelait Henry Doyle, était le directeur de la National Art Gallery de Dublin et qu'il a rencontré Giovanni Morelli en 1887, qui est l'année de la publication de la toute première enquête de Sherlock Holmes. Et donc voilà, là on a la réponse, on s'aperçoit que Conan Doyle, par l'intermédiaire de son oncle, a eu connaissance des théories de Morelli, qui sont des théories extrêmement spécialisées, mais que ça a généré une petite étincelle, et s'est dit tiens, je vais utiliser ça et je vais faire une nouvelle de Sherlock Holmes qui, elle, pour le coup, est destinée à un lectorat très populaire. Voilà, élémentaire, mon cher Watson. Et voilà comment, typiquement, un domaine très très spécialisé se met à percoler vers quelque chose qui relève de la culture populaire. Et on peut très bien ne pas s'intéresser à Morelli et à l'iconologie ou à l'histoire de l'art, mais si à un moment donné on nous dit cette nouvelle de Sherlock Holmes, vous ne saviez pas, mais ça vient de ces écrits-là, et grâce à ça, il y a quelqu'un qui est capable d'identifier tous les tableaux, etc. D'un seul coup, on se dit, ah bah tiens, c'est marrant, j'irais bien jeter un œil sur les tableaux, les formes des oreilles, les formes des mains, etc. Cartel. Donc ça, c'est le premier exemple qui nous permet d'illustrer le phénomène de percolation. Par Jean-Charles Verne. Et je donnerai un deuxième exemple dans le prochain épisode. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.